Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 19 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Bientôt tous en Autolib, le service de location de voitures électriques s'étend dans le département. Après le Chesnay et Vélizy, les voitures arrivent à Versailles. Le point dans cette édition. Tintin-Mars est un projet d'habitat participatif mené en association avec la commune de La Verrière. Dans le cadre des portes ouvertes européennes de l'habitat participatif, samedi 21 mai, à La Verrière, le projet sera présenté aux habitants. Romulus Aquinocho, membre du collectif associatif Tintin-Mars, nous en parlera ce soir. Et enfin, les nouveau-nés sont de sortie à Thoiry. Comme chaque année, le zoo accueille de nouveaux petits pensionnaires. Nous vous les présenterons. Et pour commencer cette information, les rassemblements contre la loi travail continuent. Une nouvelle journée d'action était organisée aujourd'hui. Les transports sont concernés, la culture aussi. Ce matin, le château de Versailles a ouvert ses portes à 10h30 au lieu de 9h habituellement après un préavis de grève de l'intersyndicale. À 11h, la CGT Culture du château annonçait 35% de grévistes au niveau de la surveillance du musée. Seuls les grands appartements ont ouvert au public. Pour le château, les jardins et le domaine de Marie-Antoinette étaient ouverts normalement. Les grévistes ont ensuite rejoint le cortège parisien. Écoutez ces précisions recueillies par Mélanie Poquet. C'est déjà un très très haut niveau de mobilisation, qui a des conséquences fortes puisque une grande partie de l'établissement est fermée. Si vous venez aujourd'hui, vous verrez pas grand-chose. Les régressions sociales ne s'arrêtent jamais aux portes du privé. Elles s'appliquent souvent aussi avec rebond à la fonction publique. Tout ce qui est cassé en fait en matière de droit du travail, on le retrouve cassé chez nous très rapidement. Agriculture à présent, cet après-midi, à Louvciennes se tenait la 72e Assemblée générale de la FDSEA. Les membres de la fédération départementale, les syndicats d'exploitants agricoles sont revenus sur leurs actions et leur travail mené au quotidien. L'occasion également d'interpeller une nouvelle fois le gouvernement sur la crise des agriculteurs et leurs problématiques. William L. pour ce reportage. C'est un profond désarroi qui caractérise l'état d'esprit des agriculteurs français aujourd'hui. Ce 19 mai, la FDSEA a organisé sa 72e Assemblée générale, permettant un état des lieux des travaux du syndicat, mais aussi de mettre à jour les problématiques rencontrées par les agriculteurs. Il y a une absence de revenus. Les agriculteurs aujourd'hui, et souvent ces agriculteurs céréaliers qu'on stigmatise de nantis, etc., régulièrement, ne vivent plus de leur métier. C'est-à-dire qu'on a une majorité de nos exploitants en Ile-de-France qui ne gagnent pas leur vie depuis 1 an et demi, 2 ans, parce qu'en fait les cours sont très bas et les charges sont très très hautes. Dans le viseur, la suradministration française et des agriculteurs qui se sentent abandonnés par leur ministère concernant les retards de paiement. Mais l'Assemblée générale est aussi l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées en matière d'environnement. Il y a des changements sur la politique des nitrates, il y a des changements sur la politique des produits phytosanitaires avec un certain nombre de bonnes pratiques que l'on a pu écrire pour protéger les abeilles, pour avancer sur la communication et sur essayer de faire mieux comprendre notre métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations et on doit y répondre et on y répond. Au menu également des problématiques plus locales comme l'installation des gens du voyage sur des parcelles agricoles dans les Yvelines. Ici, la FDSEA interpelle directement la préfecture ou encore l'installation d'un supermarché à Galuy. Les difficultés aujourd'hui dans les Yvelines, le problème de foncier, donc avec l'agrandissement de toutes les villes et les contraintes, les infrastructures urbaines, etc. Après, les difficultés sur un marché mondial de ne pas avoir les mêmes normes, de ne pas être à la même hauteur que d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne. Les gros problèmes qu'on rencontre actuellement, c'est la ligne NPN Paris-Normandie le projet continue à se peaufiner et le gros souci est que nous, personnellement, on n'en veut pas parce qu'il n'est pas question d'avoir de nouvelles emprises sur notre territoire. Selon la FDSEA, le poids des normes serait une entrave à la compétitivité de la France en matière d'agriculture. La crise agricole, principal sujet de cette journée, risque de rester encore longtemps sur le tapis. Et je vous le disais en titre, les Autolib s'implantent de plus en plus dans les Yvelines après le Chesnay et Vélizy. En 2015, Versailles a accueilli ses premiers véhicules du syndicat Autolib à la fin du mois d'avril. 3 stations sont déjà présentes dans la commune yvelinoise. D'autres communes de l'agglomération Versailles-Grand Parc vont elles aussi proposer des stations d'autopartage électrique. Les précisions de Mélanie Poquet. 7 bornes et véhicules à 2 pas de la mairie, tout près de la gare Versailles-Rive-Gauche. Depuis la fin du mois d'avril, la commune possède 21 véhicules répartis sur 3 stations.
Ça fonctionne très bien parce que le démarrage en 15 jours, 3 semaines, on a déjà plus de 160 abonnés annuels. C'est un très très bon complément de mobilité avec les bus, avec la bicyclette, avec la marche à pied pour les Versaillais qui étaient très demandeurs de ce mode de déplacement entre Paris et Versailles et d'autres villes de la région parisienne. Dans le courant de l'année viendront s'ajouter celles de Versailles-Chantier et Satory. 4 autres stations sont à l'étude, elles devraient voir le jour courant 2017. À Bois d'Arcy, l'installation est encore au stade de projet. 2 stations devraient voir le jour à la zone d'activité de la Croix-Bonnet et près de l'avenue Paul Vaillant-Couturier, grande artère de la commune. C'est un vrai complément de transport pour les Arcisiens, mais aussi du point de vue développement durable, puisque les stations seront équipées de bornes de rechargement. Et donc du coup, les Arcisiens qui ont des véhicules électriques pourront prendre un abonnement Autolib et recharger leur véhicule sur ces bornes. Versailles Grand Parc finance les installations à hauteur de 50%. Avec le Chesnay et Vélizy qui proposent déjà ce service, cette agglomération possède pour le moment 13 stations. Et nous allons parler habitat participatif ce soir avec nous en plateau Romulus Aquinocho, membre du collectif Tintamarre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors revenons sur l'habitat participatif. Il est apparu en France dans les années 1970. De Paris à Toulouse, on recense aujourd'hui en France environ 400 groupes d'habitat participatif. Et vous allez nous en dire un petit peu plus. Donc samedi 21 mai, à l'occasion des Journées européennes de l'habitat participatif, vous organisez donc avec tout le collectif à la Verrière une journée porte ouverte, donc de 10h30 à 17h30 pour faire découvrir le projet de la Mare. C'est un projet qui est né en 2014 pour construire un habitat participatif. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un habitat participatif ? Alors, pour être un habitat participatif, c'est surtout être acteur de son habitat. En général, lorsqu'on veut accéder à un logement, on va visiter, on regarde si ça nous convient et à ce moment-là, on achète. Là, on est en amont du projet, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de voir tous les détails, participer à la construction et comment définir son chez-soi, si on veut avoir une chambre plus grande ou un salon un peu plus petit, enfin selon chaque personne, selon son envie. Alors le projet de la Mare, c'est ainsi qu'il s'appelle, c'est à la Verrière. Comment il s'articule ? Combien de personnes va-t-il héberger ? Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors en fait, le projet, il s'articule, l'objectif c'est d'avoir 14 familles, 14 foyers. Donc actuellement, nous sommes 7 familles. Donc justement, les portes ouvertes, c'est la possibilité de présenter le projet à de nouvelles familles qui seraient éventuellement intéressées à découvrir et à faire un achat dans le participatif, tout simplement. Et le projet, l'association a été chapeautée par Quad Conseil, qui nous a accompagnés tout au long. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, je ne connaissais absolument rien à l'habitat participatif, donc j'ai tout découvert et tout appris avec eux au fur et à mesure. Donc voilà. Alors c'est un projet qui est né aussi avec la mairie, qui vous accompagne dessus. Ça s'articule comment par rapport à ça ? C'est la mairie qui donne le terrain et après c'est vous qui financez pour la construction ? Exactement. Donc l'idée c'est la mairie qui a proposé, qui est initiateur du projet, qui propose un terrain magnifique, qui est juste en face d'un parc, qui a gardé l'aspect sauvage. Ensuite, l'association a fait le choix de faire appel à un bailleur social pour avoir les reins un peu plus solides financièrement sur la finalité du projet. Et normalement, fin de cette année, il va y avoir une promesse de vente entre la mairie et Copimo, qui est le bailleur social. Et ensuite, à ce moment-là, il y aura le lancement, le permis de construction. Et l'objectif, justement, c'est d'avoir les clés pour début 2018. D'accord, donc si on résume, voilà, vous choisissez avec qui vous voulez vivre, ensemble, le terrain, l'architecte également ? Voilà, tout à fait. Donc, on a rencontré plusieurs architectes, 6 architectes. Il y a eu un concours et le gagnant est le projet que vous avez pu voir. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir chacun à son chez-soi dans l'habitat participatif. Mais ce n'est pas une communauté. Voilà, ce n'est pas une communauté, mais on partage des lieux. Par exemple, on va avoir une salle commune. On peut partager une buanderie, mais voilà, il y a cet aspect collectif, mais il y a aussi chacun son chez-soi. Voilà. Donc vous allez prendre aussi un appartement dans cet habitat participatif. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette aventure ? En fait, tout simplement, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est ma compagne, en fait, qui m'a amené lors d'une présentation de réunion. Donc, moi, j'ai écouté dans un premier temps. Et au fur et à mesure, l'idée m'a plu, parce que le concept, c'est quand même d'être... on repart sur être citoyen du monde. C'est-à-dire qu'on part vers un habitat plus écologique,
Donc c'est-à-dire on fait attention plus économique aussi, puisque l'idée aussi c'est au niveau de l'énergie, la volonté c'est d'avoir une facture moindre au niveau de l'énergie, et en même temps quand on voit actuellement ce qui se passe dans le monde, c'est pas plus mal. Il y a un aspect aussi solidarité intergénérationnelle, parce que voilà, vous êtes assez jeune pour faire partie de ce projet, mais il y a des personnes âgées également. Tout à fait. Donc, on a des personnes retraitées. Donc, c'est vrai que c'est intergénérationnel, effectivement, et aussi multisocial. C'est le but, parce que on va s'enrichir les expériences des uns et des autres. Par exemple, je suis un jeune père, et moi, dans l'idée, c'est effectivement, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées. J'aimerais j'ai pas mes grands-parents avec moi, j'aimerais qu'ils puissent avoir l'expérience de personnes plus âgées dans le quotidien. Alors donc il y a de la mixité sociale, c'est aussi écologique, mais aussi c'est un avantage économique qui est certain. Effectivement, puisqu'effectivement on part dans l'idée de partager les fonds. Donc on part sur effectivement certains lieux qui sont partagés, donc auxquels chacun va participer financièrement. Donc ça permet, donc l'habitat participatif, ça peut être effectivement la salle commune pour les fêtes. Donc après c'est juste au niveau de l'association un travail à faire entre nous pour émettre des règles, un règlement intérieur, une charte que tout le monde va adhérer, et voilà, afin de vivre dans une convivialité. Comment les familles sont choisies? Est-ce qu'il y a un dossier à déposer? Est-ce qu'il faut respecter, je ne sais pas, peut-être certains critères? Non, nous, principalement, le critère principal, c'est d'adopter la vision que représente l'habitat participatif. Donc, c'est la possibilité de découvrir ses voisins, en fait. C'est vrai que souvent, quand on arrive, on ne connaît pas son voisin, on arrive dans un appartement. L'idée, là, effectivement, c'est de connaître ses voisins déjà, d'échanger avec eux, de se mettre d'accord sur la manière dont on veut vivre ensemble. C'est un vivre autrement, vivre ensemble, mais autrement. Alors donc les prochaines étapes du projet, donc là samedi 21 mai, donc les familles qui sont intéressées peuvent venir pour avoir plus d'informations. Et après, du moment qu'il y a toutes les familles, donc c'est une dizaine de familles, 14 familles, c'est ça? 14 familles, voilà. Donc c'est une fois qu'on a les 14 familles, en fait nous on préférait idéalement, parce qu'on arrive à un moment charnière du projet, auquel effectivement, vous avez vu la présentation du projet. Maintenant, choisir comment va être son appartement, c'est idéal pour les personnes d'arriver à ce moment-là pour pouvoir avoir aussi leur avis sur le projet définitif. Et si ça se passe bien, en 2018, la construction commence. Voilà, parfait. Eh bien, si vous 2018, on rentre, on prend 2018, les clés. on rentre, et bien, donc ça va, c'est assez rapide. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et de nous en avoir parlé. Alors, je le rappelle, donc samedi 21 mai, à l'occasion des Journées européennes de l'habitat participatif, vous organisez à la Verrière une journée porte ouverte de 10h30 à 17h30. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.tintinmarre.fr qui s'affiche en bas de votre écran. Merci à vous. Merci. Et on prend à présent la direction du zoo de Thoiry. Nous allons parler nouveau-né. Le printemps rime avec naissance pour le parc. Cette année, les 400 000 visiteurs annuels pourront observer des bébés wallabies, des ouistiti, des oryx d'Arabie, des lémuriens ou encore des zèbres. Michael Almidero a eu la chance d'aller saluer ces nouveaux venus. Regardez. La famille Thoiry s'agrandit. Le parc zoologique yvelinois, qui recense plus de 800 animaux et 120 espèces, a enregistré 37 naissances en 2016, dont une dizaine depuis le début du mois de mai. On essaye aussi de faire en sorte que les naissances arrivent à un moment où c'est aussi le plus facile pour la survie du petit. C'est-à-dire qu'un petit antilope qui va naître en plein hiver quand il fait -10, ses chances de survie sont un petit peu plus faibles que s'il est né maintenant et qu'il a tout l'été pour devenir un peu plus fort et donc aborder l'hiver un peu plus facilement. Évidemment, ça coïncide avec la période où le public est là, on ne va pas s'en plaindre. C'est forcément plus intéressant pour un visiteur de voir des animaux et des bébés. Cette année, les 400 000 visiteurs annuels pourront observer des bébés wallabies, des ouistiti, des zèbres, des bisons, encore des oryx d'Arabie, cachés le plus souvent dans les pattes de leur mère. Ces naissances sont toujours bien accueillies par les 60 employés du parc. C'est pas forcément un critère que l'animal est bien, parce que les animaux, ça fait partie de leur vie de se reproduire. Donc voilà, les animaux, vous mettez un mâle, une femelle, globalement, souvent, ça va se reproduire. Mais évidemment, quelle que soit la naissance, on est content. Donc là, quand on a des petits gnous, des petits chevaux, des petits trucs comme ça, oui, forcément, on est content. De nouvelles naissances devraient avoir lieu dans les prochaines semaines chez les zèbres, les antilopes et les gnous. Chaque année, le parc accueille entre 70 et 80 nouveaux pensionnaires.
Et du sport à présent, 50 sportifs de haut niveau étaient dans les Yvelines. Ce mardi, les athlètes ont participé à la 24e édition du T-Break au golfe de la Queue-les-Yvelines. Alors comme tous les ans, les joueurs se sont affrontés dans une partie de golf avant de passer quelques minutes avec des enfants venus de Trappes et de Versailles. Dans la soirée, une vente aux enchères était organisée au profit de SOS Gazelle. On écoute l'organisatrice Véronique Chaplin. Elle était au micro de Mickaël Elmidoro. C'est vraiment des choses collector et l'ensemble de l'argent va permettre de financer 2 centres, un en Ile-de-France et un au Sénégal. Laurent Blanc nous a apporté le maillot de Verratti, le maillot de l'équipe du PSG signé de tous, Zlatan, etc. Le ballon, nous avons la raquette de Yannick Noah, les 4 raquettes des 4 finalistes de Coupe Davis, nous avons la veste de Philippe Candeloro, nous avons des choses très prestigieuses. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport du jeudi. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Alors je tenais à réagir par rapport au T-Break, là, le reportage qui vient de passer. J'ai tenté de vous acheter le maillot du PSG signé par tous les joueurs du PSG, mais malheureusement c'était un petit peu hors de budget pour moi. Est-ce que vous me pardonnez ? Je vous pardonne Mickaël, c'était quand même gentil d'y avoir pensé. Bon, revenons à notre chronique. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter les rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Alors je ne peux rien vous cacher, il y aura énormément de rendez-vous importants ce week-end dans les Yvelines. Pour ne pas boire la tasse sous toutes ces informations, je vous conseille de retenir votre souffle. On commence par de l'apnée. Un record risque de tomber à la piscine municipale de Saint-Cyr-l'École ce dimanche 22 mai. Andy Cabrera Avilla, un apnéiste de 45 ans d'origine cubaine, va tenter de parcourir la plus grande distance possible en apnée pendant 6 heures. Pour cela, le sportif devra effacer le record de Pascal Massé. Le Français a effectué 9,3 km le 7 février dernier. Pour le battre, Andy s'entraîne au minimum 2 fois par semaine depuis 3 mois. C'est un effort assez intense. Le plus dur, le plus difficile, c'est la gestion de l'effort par rapport aux crampes. La dernière fois qu'on a fait 6 heures, j'ai eu beaucoup de crampes. Malgré le fait que je m'hydrate tous les 30 minutes, je m'arrête pour 1 minute. J'essaie de boire, m'hydrater avec de l'eau sucrée, de l'eau et des sels minéraux aussi. Et pourquoi s'est-il lancé ce défi fou, Mickaël ? Alors c'est un record pour la bonne cause. Florane, chaque longueur effectuée par Andy permettra de récolter 1 euro pour financer un exosquelette pour aider Luna, une enfant de 10 ans victime d'une infirmité motrice cérébrale. La combinaison pourrait lui permettre de se déplacer. On l'écoute. Il y a une combinaison qui coûte 6 000 euros, qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Et cette combinaison permet aux enfants handicapés d'améliorer leur motricité. Donc le coach c'est Luna. C'est mon élève, c'est une copine, c'est quelqu'un de magnifique. Donc l'objectif c'est battre le record de Pascal Massé, mais pas uniquement pour n'importe quoi, c'est pour une cause, c'est les enfants handicapés qui me tiennent au cœur. En tout cas, c'est une belle cause. Vous pensez qu'il peut réussir ce défi, Mickaël ? J'en suis persuadé, Florane. Pendant ses séances d'entraînement, Andy a réalisé la même distance que le précédent record en seulement 3 heures et 13 minutes. Autant dire qu'il a toutes les chances pour battre ce record, Florane. Il sera d'ailleurs à l'invité du 7-8 Sport que vous présentez lundi prochain à 18h30 en exclusivité. On continue maintenant par du cyclisme sur piste. Les amateurs de vélo devraient sprinter ce week-end pour aller au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le temple du cyclisme français sera une nouvelle fois le théâtre d'une compétition de haut niveau ce week-end. La Coupe de France Fenioux est programmée de ce vendredi 20 mai à ce samedi 21 mai. Au programme, une 50aine de courses. Les amateurs pourront voir de la vitesse dames et hommes, de la poursuite, des courses au point, du scratch, des épreuves d'omnium. Au total, 18 nations sont représentées. Plus de 100 participants vont s'affronter parmi les têtes d'affiche. On retrouvera la française Laurie Berton, vice-champion du monde 2016. L'anglais Jason Kenny, triple champion olympique, mais aussi Grégory Boger, 9 fois champion du monde. Un beau plateau. On écoute le pistard de l'équipe de France, François Péris. Il y a un beau plateau, nous il y a toute l'équipe de France déjà, et puis ensuite les étrangers, il y a des Polonais qui ont marché très fort tout cet hiver, et puis aussi surtout le champion du monde et champion olympique Jason Kenny, l'anglais, donc ça va être intéressant de voir lui aussi où est-ce qu'il en est. Oui, c'est un petit test, mais on ne va pas en tirer de grandes conclusions, c'est juste pour voir où est-ce qu'on en est actuellement et pour gérer au mieux la suite du programme d'entraînement. Si vous voulez réserver vos places, c'est 10 € la journée, 15 € pour les 2 jours et gratuit pour les moins de 12 ans. Il reste quelques places en tribune. Florane, si l'envie vous prend d'aller voir du cyclisme sur piste, il reste quelques places. Je suis pas très vélo, mais je vais quand même me renseigner. On continue cette chronique par du football et plus précisément par le championnat de division d'honneur. Versailles ne devra pas se manquer ce week-end. Les Versaillais 2e du classement de DH reçoivent les Mureaux 3e du classement ce dimanche à 15h au stade Montmoron. Le match est capital dans la course à la montée. Versailles ne compte que 3 petits points de retard sur le premier Créteil-Lusitanos après son incroyable série de 6 victoires consécutives. Je vous rappelle que seul le premier du classement montera en CFA
la saison prochaine. Et ce n'est pas encore fini, on termine par du basket là aussi. Le match sera capital dans la course à la montée. On ne saura plus où donner de la tête dans les Yvelines ce week-end. Le Chénet Versailles joue ce match si important, le match des playoffs de National 3, pour savoir si oui ou non l'équipe va monter en National 2 l'année prochaine. Dernier match ce dimanche à 15h30, les Yvelinoises reçoivent Escodin au gymnase Bel Air, une équipe qui les avait battues 85-59 au match aller. En cas de victoire, le Chénet retrouverait la National 2 un an après l'avoir quitté. Ça serait une belle histoire. Une belle histoire, Florane. Un happy end comme on Un les happy aime. end. Mickaël, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je bloque mon jeudi, comme d'habitude. Très bien, restez avec moi. Je vous emmène à Cannes tout de suite. 3e épisode de notre série consacrée aux Yvelinois présents au festival direction La Croisette et ses coulisses. Aujourd'hui, nous avons suivi le directeur du cinéma d'Elancourt, un ancien étudiant de 3IS de Trappes, et nous avons rencontré également Franck Provost, le coiffeur des stars. Il a débuté sa carrière dans notre département. Cannes 78, c'est signé Alexis Garneau, Grégory Canalet et Nicolas Kirillovitz. Regardez. Bienvenue à Cannes, on vous emmène dans les coulisses du festival Strass Paillettes Soirée. À Cannes, de nombreux professionnels viennent surtout faire du business et des rencontres. C'est le cas de Luc Bocan, le directeur du Ciné 7 à Elancourt. Le marché du film de Cannes est l'un des événements les plus importants de l'industrie cinématographique, avec plus de 10 000 professionnels ici, des producteurs, des distributeurs, des vendeurs et des programmateurs de festivals. Et côté film, on trouve de tout à Cannes, le meilleur comme le pire, du plus classique au plus surprenant. Parce que le marché du film, c'est vraiment pour les distributeurs, en fait, les producteurs, les distributeurs, ils vendent les films à l'international, etc., etc. Mais ils projettent aussi des films, donc on a accès des fois, de temps en temps, on peut réussir à choper, si je puis dire, une invitation pour aller voir un film ou deux, mais c'est quand même assez rare. Alors au marché du film, il y a un peu tout et n'importe quoi, enfin ça c'est normal, hein. Il y a tous les genres, du gore, de la série Z, de la série B, etc., etc. Par contre, dans les sélections officielles, on va dire, que ce soit Quinzaine, Acide, enfin, etc., je ne vais pas toutes les citer, il y a quand même plutôt du bon, voire du très très bon. On voit un maximum de films, c'est vachement important pour nous parce qu'on a exploitant, parce qu'on a assez peu le temps de voir les films en amont dans l'année, parce qu'on est tout le temps en train de courir après la mécanique, si je puis dire. Les projections de presse, à Paris, il y en a quelques-unes, on arrive à y aller, mais pas toujours, parce que ça nous bloque une demi-journée, voire une journée, on n'a pas toujours le temps. Donc Cannes, c'est vraiment l'overdose, si je puis dire, de films, on les enchaîne, on les voit, et on prend des notes, et ensuite, quand on les a aimés, on les programme et on les défend, c'est ça qui est important. Cannes, c'est également une chance pour les plus jeunes de se faire un nom dans le métier. Théo Leroyer est un ancien élève des 3IS, l'Institut international de l'image et du son de Trappes. Il n'a que 21 ans et déjà de nombreux projets en tête. Cette année, il est venu à Cannes pour travailler aux côtés d'une attachée de presse. Mais il a également emmené avec lui son dernier court-métrage, Triangle, une histoire d'amour. Pourquoi ce film Ça va partir d'un constat très simple. C'est mon film de fin d'études. Donc il fallait que je livre une idée, un film à telle date. Je savais qu'on allait tourner, c'est en 3e année notre film de fin d'études. Et j'ai cherché des idées et tout. Et en fait, finalement, je me suis rabattu. C'est pas le bon mot, mais j'ai parlé d'une expérience personnelle en fait. Et à partir de là, ce qui était rigolo, c'était de prendre quelque chose que j'avais plus ou moins vécu et de faire chouchou avec, et puis d'en faire un film, et puis changer tous les éléments du truc de départ. Mais voilà, quelque part, j'avais peut-être aussi envie de parler de moi. Et c'est peut-être le plus simple aussi, de parler de ce qu'on connaît pour s'amuser avec. Moi, depuis tout petit, je regarde le festival avec mes parents à la télé, et c'était un peu un rêve de gosse. Et c'est vrai qu'à la télé, il y a tout le côté paillettes, il y a tout le côté comme ça. Et en fait, on se rend compte que quand on est là, les gens ne font que parler de cinéma. Et c'est un côté beaucoup plus, je sais pas comment dire, peut-être un peu familial, mais il y a un vrai côté, on est tous ensemble, je sais pas combien on est sur le festival, mais c'est énorme, on est tous avec nos petites accréditations, on sait tous, on se reconnaît dans la rue, on sait qu'on fait partie du festival. Et en fait, je trouve moi j'avais fait des belles rencontres et on discutait avec plein de gens, et en fait on ne parle que de ciné. Et on dit est-ce que tu as vu tel film à telle sélection, celui-là il est super, tu l'as vu, un machin, on discute en fait. On s'échange des places aussi pour essayer d'aller à la montée des marches, des choses comme ça, c'est de la bidouille, et c'est vraiment 10 jours dans une bulle ciné. Il pourrait se passer un truc à Paris qu'on ne le saurait même pas.
c'est ça la magie en fait. Et on se quitte avec notre star du jour, le coiffeur Franck Provost. C'est dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye, qu'il a ouvert son premier salon en 1975. Et chaque année à Cannes, avec ses équipes de coiffeurs et de maquilleurs, il sublime les stars qui montent les marches pour un résultat souvent plein de magie et de glamour. C'est un réel plaisir de venir, mais effectivement, on est là déjà pour travailler et c'est pas vraiment, on travaille beaucoup. Ouais. Et quand vous savez, les coiffeurs, on va coiffer on est basé nous au Martinez, mais on se déplace dans tous les hôtels. Hein, et ça veut dire que les coiffeurs, sans arrêt, ils font la navette sur la Croisette avec leurs valises et tout. Et je peux vous garantir que les valises, ça pèse parce que on transporte les lacs, les produits, les épingles et tout. Donc quand ils ont fait ça, ça arrive qu'on commence des journées à 8h le matin pour des photos et souvent à 23h ça se termine. Donc c'est un vrai challenge, mais en même temps il y a une espèce de dynamisme, d'euphorie de la part de tout le monde. Donc finalement on oublie la fatigue, quoi, parce que ici il se passe quelque chose, c'est magique, quoi. Il y a pas je trouve pas d'autres mots que pour qualifier Cannes. Cannes, c'est magique, quoi. Cannes 78, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, comme le dit Jean-Luc Godard, la télévision fabrique de l'oubli, le cinéma fabrique des souvenirs. Et c'est à présent la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, nouvelle édition du journal de fin de semaine avec l'essentiel de l'actu présenté par Wilfried Richy. Vos idées sorties et loisirs, ce sera avec Mickaël Elmidoro dans le 7-8 Week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour le journal. Je vous souhaite donc une bonne soirée et un excellent week-end.